Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de vestes et de manteaux. C'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment super longtemps parce que c'est un type de vêtement qui fait souvent peur lorsqu'on n'en a jamais cousu. Personnellement, je trouve que ce n'est pas si compliqué. J'ai moi-même cousu mon premier manteau alors que j'avais moins d'1 an de couture et c'est d'ailleurs un vêtement que je porte encore plus de 3 ans après. Et j'explique cela pour 2 raisons. La première raison, c'est que je trouve qu'il est souvent plus facile de manipuler un tissu avec un petit peu d'épaisseur, donc un tissu qui va bien se tenir, comparativement à un tissu fluide qui aurait tendance à être capricieux sous la machine à coudre. La deuxième raison, c'est que souvent, les vestes et les manteaux ne sont pas très ajustés. Du coup, on a moins de chances de se tromper sur la taille à choisir et on a plus de chances d'avoir un vêtement qui nous va. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça de se lancer sur une pièce comme un manteau ou une veste, comparativement à un vêtement qui est ajusté avec un tissu fluide. Et si vous, de votre côté, vous avez déjà cousu plein de vêtements et plein de vestes ou de manteaux, n'hésitez pas à me partager votre avis, je serais curieuse de le découvrir. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir dès maintenant mes 8 conseils pour coudre une veste ou un manteau. Alors c'est parti! On va commencer par la question que vous me posez le plus, c'est quel tissu choisir. Alors pour les vestes et les manteaux, on a vraiment une multitude de choix qui sont possibles. On va pouvoir par exemple coudre quelque chose en gabardine, en tweed, en drap de laine, en flanelle, en denim. On a vraiment une multitude de choix au niveau des tissus épais. Et vu que ce ne sont pas des tissus qu'on va manipuler tous les jours, du coup, souvent on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc moi je trouve que si vous achetez par exemple votre tissu en ligne, je trouve que c'est compliqué de se projeter tant qu'on n'a pas touché, manipulé le tissu. En fait, c'est pas comme une popeline ou comme une viscose où on sait à quoi s'attendre. Sur les tissus épais, moi je vous conseille vraiment déjà d'aller en magasin pour voir à quoi ça ressemble, si bien sûr vous en avez la possibilité, ou bien de commander des échantillons en ligne pour bien voir comment est-ce que le tissu se comporte. Ensuite, on va avoir une notion qu'on va retrouver souvent, il s'agit du grammage. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le grammage, il s'agit tout simplement du poids du tissu au mètre carré. Donc grosso modo, plus le grammage sera élevé et plus vous aurez un tissu qui sera soit plus épais et ou plus dense. Moi, c'est une notion que j'utilise très peu parce que je trouve qu'elle peut parfois être trompeuse. Par exemple, on peut très bien avoir des tissus qui ont le même grammage, mais parfois il peut se trouver que sur ces deux tissus, on n'a pas du tout le même mode de fabrication, donc on n'a pas par exemple la même densité et on n'a pas non plus la même épaisseur. Donc je trouve que se fier uniquement sur le grammage, ça peut être trompeur par rapport à cela parce qu'il faut aussi prendre en compte l'épaisseur, la densité du tissu. Ensuite, une fois que vous avez votre échantillon de tissu, je trouve qu'une chose qui peut être intéressante pour se rendre compte de la bonne épaisseur à choisir, c'est de tout simplement comparer cet échantillon avec un vêtement du prêt-à-porter. Moi, par exemple, quand j'ai cousu ce caban dans un drap de laine rouge, moi je pensais vraiment que j'aurais un manteau qui serait chaud, mais en fait je me suis complètement trompée. Et a posteriori, du coup, j'ai comparé l'épaisseur de ce drap de laine rouge avec un manteau du prêt-à-porter. Et pour ça, du coup, je prends juste le tissu, je le pince entre mes 2 doigts, je fais pareil avec le tissu du prêt-à-porter et je compare les deux. Et là, vous voyez que mon lainage qui est rouge, au final, il n'est pas très épais. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une façon qui peut être intéressante pour pouvoir évaluer l'épaisseur du tissu à choisir en fonction de votre projet. Ensuite, avant de choisir votre tissu, il est très important de regarder les détails que vous aurez au niveau de votre manteau. Par exemple, moi j'ai cousu donc mon premier manteau qui était un modèle du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, si je ne dis pas de bêtises, de Charlotte Ozou. Et donc du coup on a de jolies martingales au niveau du dos, donc c'est un joli détail.
Et en fait, là, si vous prenez un tissu qui est trop épais, du coup, ce sera pas très joli d'avoir des martingales avec un tissu hyper épais. Et en plus de cela, je pense que vous aurez du mal à confectionner ce type de finition avec un tissu qui a trop d'épaisseur. Donc très important de regarder ce type de détail. Un deuxième exemple, c'est le caban que j'ai cousu donc avec le fameux lainage rouge que je trouvais trop fin. Alors la marque de patron c'est Cozy Little World du coup vous voyez qu'on a des détails au niveau des épaules, au niveau des bracelets de manches. Et donc là encore, si on a un lainage qui est trop épais, du coup vous voyez bien que ce genre de détail sur le manteau va vite faire grossier. Donc voilà, attention aux détails du patron avant de choisir l'épaisseur de votre tissu. Et pour revenir sur l'épaisseur, si vous avez un doute, n'hésitez pas à comparer donc l'épaisseur de votre tissu avec des vêtements du prêt-à-porter qui ont une coupe similaire. Enfin, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à aller parcourir les réseaux sociaux pour voir si d'autres personnes ont déjà cousu le ou les tissus que vous convoitez pour coudre votre veste et votre manteau. J'ai beaucoup détaillé ce premier conseil sur le choix du tissu, mais bon, c'est quand même important de ne pas se tromper sur le choix du tissu pour un projet sur lequel on va passer énormément de temps. Mais si malgré tout vous êtes perdu, que vous êtes débutant et que vous ne savez vraiment pas quoi choisir, moi je vous conseille de partir sur une valeur sûre comme la gabardine ou encore le denain. Ce sont des tissus qui ne sont pas trop compliqués à manipuler, que vous trouverez facilement et qui sont plutôt accessibles d'un point de vue budget. Donc pour ce type de tissu, ils seront plutôt adaptés donc, à des vestes, vu que ce ne sont pas des tissus qui sont très épais. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'adapter votre choix du tissu en fonction de votre machine à coudre. Et oui, on n'a pas toute la chance d'avoir une machine à coudre qui est robuste à la maison, et pourtant c'est un point essentiel lorsque l'on veut manipuler des tissus qui sont épais. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de coudre avec une machine qui n'est pas forcément adaptée, je vais vous parler des deux premiers manteaux que j'ai cousus. J'ai cousu donc mes deux premiers manteaux avec ma Brother FS40. Pour mon manteau qui était en lainage noir, j'ai vraiment eu aucun souci avec ma Brother FS40. Par contre, lorsque j'ai cousu mon caban rouge avec un lainage qui n'était pas forcément plus épais, mais qui était vraiment beaucoup plus dense, et ben, j'ai vraiment eu des soucis au niveau des surépaisseurs, notamment au niveau des épaules, où on avait donc les petites pattes d'épaule, plus le tissu principal du manteau. Là, ça faisait vraiment beaucoup pour ma Brother FS40, et des fois, l'épaisseur était tellement conséquente que le point n'était pas fait à la machine à coudre. Donc j'ai dû aller vraiment hyper lentement pour réussir à faire en sorte que mes points soient faits par la machine. Donc au final j'ai réussi à finir ce manteau en ayant très peur pour ma machine, mais pour être honnête, moi je pense que c'est pas forcément le genre de comportement à adopter, parce que je pense que ça peut abîmer une machine d'utiliser un tissu qui est pas trop adapté. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il est important de bien choisir son tissu en fonction de sa machine. Moi, vu que je savais que je voulais coudre des vestes et des manteaux, j'ai acheté une machine qui était quand même plus haut de gamme. J'ai été allée dans un espace Pfaff pour tester des machines, et je suis passée avec la Pfaff Ambition 610, et là pour coudre mon manteau Maxence, là vraiment j'avais un tissu qui était très épais, je n'ai vraiment eu aucun souci. Donc voilà, c'est bien beau de vous dire tout ça, mais concrètement je vais vous donner deux conseils pour savoir si vous pouvez utiliser votre machine ou pas. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un échantillon de tissu. Donc là on en revient encore à mon premier conseil. Donc quand vous avez cet échantillon entre les mains, vous le pliez au moins en 4 épaisseurs. Comme ça vous simulez un peu les mêmes conditions que la couture d'un manteau. Et ensuite vous passez cet échantillon en dessous du pied presseur de la machine. Alors des fois vous aurez un échantillon qui est tellement épais que du coup votre échantillon il passe pas. Donc là voilà, vous avez votre réponse. Mais si votre échantillon passe en dessous de la machine, n'hésitez pas à faire plusieurs essais, à faire plusieurs points pour voir comment est-ce que la machine se comporte. Si ça a l'air de plutôt bien se passer, c'est plutôt bon signe.
Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez une machine d'entrée de gamme, donc comme c'était mon cas, moi avec ma Brother FS40, ce sont des machines en général qui vont coûter entre 100, 200, 250 euros. Là, quand même, moi je pense que c'est un petit peu risqué de se lancer dans la confection de manteaux, puisque je pense que la machine, elle va pas forcément suivre derrière. Donc si vous avez ce type de machine, donc des machines d'entrée de gamme, je vous propose plutôt de vous orienter vers des vestes, donc des tissus qui seront épais, mais moins épais que pour un manteau. Enfin, si vous voulez vraiment vous lancer dans la confection d'un manteau, mais que vous n'avez pas la machine qui est adéquate à la maison, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les merceries qui y a près de chez vous, ou bien si vous avez la possibilité d'avoir des ateliers partagés où il y a des machines à coudre qui sont libre-service. Dans ces deux cas-là, les machines proposées seront forcément plus robustes que ce que vous avez à la maison. Donc ça peut être une alternative pour coudre votre manteau. Bien choisir sa doublure, c'est aussi très important lorsque vous allez coudre une veste et un manteau. Pour moi, l'un des premiers critères, c'est de choisir un tissu qui va permettre de bien glisser les bras lorsque l'on va enfiler le manteau ou la veste. Alors, dans la plupart des cas, le tissu que l'on recommande est ce qu'on appelle le tissu doublure. Voilà, on n'est pas allé chercher bien loin le nom, vous allez en mercerie, vous allez sur un site de tissu, vous tapez doublure et donc vous aurez les types de tissus adaptés pour coudre votre doublure à une veste ou un manteau. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec mon manteau Maxence. Donc j'ai choisi une doublure qui s'accorde au plus avec mon gainage. Et l'avantage des tissus doublure, c'est qu'en général, je ne sais pas, mais souvent on a un traitement antistatique, donc ça fait moins de frottements indésirables lorsque l'on enfile et lorsqu'on enlève le manteau. Ensuite, si vous voulez un tissu qui est également fluide, mais un petit peu plus sympa avec des motifs, vous pouvez par exemple opter pour la viscose. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma version veste de Maxence. Donc avec une jolie viscose à motif qui est assortie à ma gabardine. Cependant, on dit que ce type de tissu n'est pas forcément le plus solide pour les doublures. Moi, je n'ai pas encore de recul à ce sujet, donc je vous dirai si dans le temps, ma viscose a bien tenu le coup. Enfin, si vous avez un modèle de veste ou de manteau qui est oversize et qui a beaucoup d'ampleur au niveau des bras, dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'un tissu qui va glisser et vous pouvez par exemple prendre une popeline de coton pour faire votre doublure. Moi personnellement, c'est pas le type de tissu que je préfère parce que je trouve que c'est quand même un petit peu rêche lorsqu'on va enfiler la veste ou le manteau. Et ensuite, le coton, c'est une matière qui absorbe beaucoup l'humidité, mais qui évacue très très mal. Donc du coup, je trouve que c'est pas très agréable d'avoir une humidité stockée dans une doublure. Mais bon, à chacun ses choix. On va maintenant parler de la taille à choisir pour coudre un manteau ou une veste. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, il est souvent plus facile de choisir la bonne taille pour ce type de vêtements, puisque très souvent, un manteau ou une veste, c'est pas très ajusté, donc on a moins de chances de se tromper sur la taille à choisir. Comme je vous le disais aussi, au début de la vidéo, moi j'ai cousu mon premier manteau en moins d'1 an de couture, et c'est encore un vêtement que je porte aujourd'hui, plus de 3 ans après, et cela comparativement à d'autres vêtements que j'avais cousus avec le même niveau de couture, mais qui étaient ajustés. Et à ce moment-là, j'ai pas forcément su bien adapter le patron, puisque je ne connaissais pas très bien mon corps, dans le sens où je ne savais pas comment bien faire les ajustements pour que les vêtements m'aillent bien. Et du coup, c'était des vêtements dont j'étais fière au début, mais avec le temps, je ne les porte plus comparativement à ce manteau que j'ai fait, qui était vraiment saillant dès le début. C'est aussi le cas de mon caban rouge que j'ai cousu 1 an après mon premier manteau, et c'est un modèle que je porte encore et que j'ai beaucoup porté. Je l'ai tellement porté que du coup la doublure a fini par se déchirer. Donc tout ça pour vous dire que quand on n'a pas un grand niveau en couture, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper sur la taille quand on a effectivement des modèles qui ne sont pas très ajustés
comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais toutefois, c'est vrai que des fois, on peut avoir besoin de vérifier quelques points sur un patron de couture. Je ne vais pas vous refaire tout le topo sur la taille, les valeurs d'aisance, etc. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est plus des points de vigilance à avoir lorsque l'on a un patron de manteau ou de veste. Alors la première chose que je peux vous conseiller de regarder, si vous avez un patron où on a des manches qui ont l'air d'avoir peu d'aisance. C'est souvent le cas des cabans par exemple, on a une coupe qui, je dirais, un petit peu... qui laisse beaucoup d'aisance au niveau du buste, mais on a souvent des bras qui sont resserrés. Donc pour ce cas-là, moi ce que je vous propose, c'est de tout simplement mesurer la largeur de votre bras et de comparer la largeur de votre bras à celle du patron de manche. Alors en général sur les vestes et les manteaux, on va avoir une manche qui est cousue en deux parties, on aura un dessus de manche et un dessous de manche. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mesurer la plus grande largeur du dessous de manche et la plus grande largeur du dessus de manche, d'enlever les valeurs de couture s'il y a éventuellement des valeurs de couture, des marges de couture pardon, qui sont déjà comprises dans le patron. Et quand vous additionnez donc la largeur du dessous de manche et la largeur du dessus de manche, eh bien cette somme doit être quand même supérieure à votre tour de bras. Et si vous avez quand même deux valeurs qui sont plutôt similaires, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'aisance et que vous aurez du mal à enfiler le manteau ou que vous ne serez pas très à l'aise. Donc ça peut être un petit point de vigilance pour bien choisir sa taille et où adapter le patron de couture. Ensuite, si vous avez un doute sur la longueur des manches, si vous savez par exemple que vous avez des bras plus longs ou plus courts que la moyenne, vous pouvez donc mesurer la longueur de votre bras, donc en partant au niveau du haut de l'épaule jusqu'au poignet, et vous pouvez comparer cette longueur avec le patron en question. Donc pour cela, vous allez donc mesurer la hauteur du dessus de manche. Enfin, si vous avez un modèle de patron avec une veste ou un manteau ajusté et que vous vous dites ouais là je suis pas sûre de mon coup, j'ai quand même peur de me tromper sur la taille, ben moi ce que je vous conseille de faire comme souvent, c'est de faire une toile. Mais il se trouve que faire une toile d'un manteau, il y a quand même beaucoup de pièces, ça peut être fastidieux. Donc moi, une astuce que je peux vous donner, c'est plutôt que de coudre une toile de la veste ou d'un manteau, c'est de coudre la doublure et la parmenture. En général, la doublure elle va être moins élaborée que la veste ou le manteau, donc ce sera plus rapide à faire. Et pour avoir à peu près, je dirais, les mêmes conditions, je dirais, d'essayage avec votre toile, je vous conseille de coudre la parmenture à votre toile. Comme ça, vous verrez à peu près comment est-ce que tombe le manteau sur vous et vous verrez si vous avez besoin de changer de taille, de faire des ajustements, etc. Alors maintenant, c'est plus un rappel qu'un conseil. En fait, l'entoilage, il va vous permettre d'avoir un vêtement qui se tient beaucoup mieux, notamment au niveau de l'encolure, au niveau de la parmenture, et surtout si vous avez des boutonnières, l'entoilage vous permettra d'avoir un tissu qui sera rigidifié à ce niveau-là. Donc moi je vous conseille de quand même pas négliger cette étape, et en tout cas donc de ne pas oublier de faire cette étape-là sur les zones les plus sensibles du vêtement. Vous me demandez souvent quel entoilage choisir par rapport au tissu. Moi je vous réponds en général qu'il faut choisir un entoilage qui est en accord avec les caractéristiques de votre tissu principal. Et le conseil tout bête du coup que je vous donne, c'est de choisir un entoilage en fonction des préconisations du fabricant. En fait, par exemple, lorsque vous allez sur un site en ligne, vous allez voir des entoilages et sur la fiche produit, normalement, vous aurez les types de tissus qui sont en accord avec l'entoilage en question. Moi, par exemple, pour ma version manteau de Maxence, j'ai utilisé un lainage
J'ai utilisé un entoilage qui est spécialement conçu pour les lainages. Donc voilà, je me suis fiée au conseil du fabricant. Mais c'est vrai que parfois on peut avoir envie d'avoir un tombé qui est plus fluide ou plus rigide. Donc là on va opter pour d'autres types d'entoilage. Donc là ça peut être plus subjectif. Mais en général, si vous voulez rester, je dirais, un petit peu dans la norme, avoir un tombé classique par rapport à ce qui est recommandé, eh bien, fiez-vous donc aux recommandations des différents fabricants d'entoilage. L'autre point qui est effrayant quand on coud un manteau ou une veste, c'est la gestion des surépaisseurs. Et je vais vous donner quelques astuces pour affronter tout ça. Tout d'abord, le cas fréquent, c'est d'avoir un pied presseur qui n'entraîne plus le tissu. En fait, en fonctionnement normal de votre machine à coudre, votre pied presseur, il est horizontal. Donc il exerce une pression sur votre tissu et cette pression permet à votre tissu d'être en contact avec les griffes d'entraînement qui sont juste en dessous du tissu. Mais quand vous avez des surépaisseurs de tissu, il arrive que votre pied presseur devienne comme ça. Et quand il est comme ça, votre pied presseur, du coup, il n'exerce plus la bonne pression sur le tissu et le tissu est plus très bien en contact avec les griffes d'entraînement qui sont juste en dessous et du coup, votre tissu n'avance plus. L'une des solutions que je vous propose pour cela, c'est d'utiliser la goupille sur votre machine à coudre. Alors, ça dépend de si vous l'avez ou pas cette goupille, mais en tout cas, par exemple sur la Brother FS40, lorsque vous actionnez cette goupille, eh bien le pied redevient horizontal et du coup votre tissu est à nouveau bien entraîné par la machine à coudre. Je ne vais pas tout vous détailler parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet dont je vous remets le lien en barre d'infos. Et la deuxième astuce, si vous n'avez pas de goupille avec votre machine, moi par exemple avec ma FAF Ambition 610, je n'ai pas cela. Mais par contre j'ai un petit accessoire qui me permet de remettre le pied presseur à niveau et qui du coup me permet d'avoir un tissu qui est à nouveau entraîné. Au niveau de ces mêmes surépaisseurs, même si vous arrivez à avoir un pied qui est horizontal, je vous conseille vivement de ralentir votre couture à ces niveaux-là pour éviter que l'aiguille ne se casse et pour être sûr que votre point de couture soit bien fait. Ensuite, si vous voyez que votre tissu n'avance pas très bien alors que votre pied presseur il est bien horizontal, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'augmenter la longueur du point. Je vous conseille également de retirer les épingles lorsque vous cousez un tissu épais. Moi en général je ne les retire jamais parce que j'utilise beaucoup de tissu fluide et du coup en fait c'est pas nécessaire de les enlever. En fait moi je mets toujours mes épingles perpendiculairement au sens de la couture. Du coup lorsque mon aiguille passe au niveau du tissu, elle a très peu de chances de taper dans une épingle. Mais il se trouve que quand on a des tissus épais, souvent avec l'épaisseur du tissu, les épingles elles peuvent se retrouver en biais et en plus vous avez plus de pression qui est appliquée au niveau du tissu. Du coup vous avez plus de chances de casser les épingles et aussi on a plus de chances que l'aiguille tape dans des épingles et aussi on a plus de chances que le tissu avance moins bien. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille d'enlever vos épingles lorsque vous cousez vos tissus épais et ça particulièrement au niveau des zones de surépaisseur. Enfin, parfois pour des tissus qui sont très épais, vous aurez du mal à les épingler. Pourquoi? Parce que vous aurez des épingles qui sont trop petites par rapport à l'épaisseur de votre tissu. Du coup, une astuce consiste à utiliser des trombones plutôt que des épingles pour pouvoir assembler temporairement deux tissus entre eux. On passe maintenant à un nouveau sujet que vous n'aimez pas, il s'agit des boutonnières. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour ne pas rater vos boutonnières, c'est de faire des tests. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait pour ma veste Maxence. Donc j'ai utilisé une chute de gabardine que j'ai entoilée et que j'ai pliée en deux. Comme ça je me retrouve à peu près dans les mêmes conditions que ma veste finale. Et j'ai fait plusieurs tests au niveau de cet échantillon de tissu. Donc j'ai fait des tests sur la forme de boutonnière, parce que moi j'ai plusieurs formes de boutonnières
proposé sur la machine. J'ai fait des tests sur la longueur de la boutonnière, j'ai fait des tests aussi sur la longueur du point et à chaque fois j'ai fait des incisions dans mes boutonnières pour voir si mon bouton passait bien dedans. C'est vraiment très important de d'abord tester votre boutonnière parce que c'est vraiment une technique qui peut vous ruiner un vêtement, donc autant être sûr de ce que vous faites avant de passer sur votre vêtement final. Ensuite, avant de me lancer sur mon vêtement final, moi j'ai bien pris soin de bien mémoriser le cheminement de ma boutonnière. Par exemple, sur ma Brother FS40, le programme de boutonnière va commencer en faisant 3 passages sur le côté gauche. Ensuite, en faisant un aller sur le côté droit. Ensuite, on a la machine qui coud tout le bas de la boutonnière. Ensuite, on a un retour sur le côté droit. Et enfin, on a le côté, le haut de la boutonnière qui est cousu. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est utile d'un petit peu bien mémoriser ce cheminement. En fait, des fois, malgré tous les tests que vous allez faire, il peut se trouver que votre boutonnière, elle va se bloquer en plein milieu de la couture. Par exemple, vous allez avoir votre tissu qui n'avance plus, qui n'est plus entraîné, et du coup vous allez avoir un énorme bourrelet de fil qui va se former et là, bon là c'est un peu la catastrophe. Du coup le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'éventuellement aider votre machine à coudre sur les endroits où elle bloque. Et c'est pour ça qu'il est bien de retenir le cheminement de la machine à coudre. Par exemple, sur la Brother FS40, on a vu tout à l'heure que la couture du côté gauche de la boutonnière se fait en 3 fois parce qu'on a 3 passages. On a un premier passage, un deuxième passage et un troisième passage qui se fait, alors de mémoire, je spoil un peu, je regarde mes notes. Donc ce troisième passage, il est fait du bas vers le haut. Donc si la machine elle bloque, et bien à ce niveau-là, si je vois qu'elle commence à faire du surplace, et bien pour l'aider un petit peu, je vais légèrement tirer sur le tissu pour que le tissu soit à nouveau entraîné. Et je vous assure que le fait d'avoir mémorisé le cheminement de la boutonnière et d'avoir bien mémorisé le sens, s'il faut plutôt tirer ou plutôt pousser le tissu, et bien ça m'a sauvé la vie dans beaucoup de cas. Du coup, pour terminer sur le point boutonnière, moi quand je rate mes boutonnières, j'ai 2 options, alors ça dépend du niveau de ratage. La première option consiste à faire un point zigzag pour faire ma boutonnière, puisque vu que ma boutonnière a été entamée jusqu'à un point, je ne peux plus utiliser le programme boutonnière, du coup je vais faire des points zigzag. Et la deuxième option pour moi, c'est aussi de broder la boutonnière, et c'est vrai que là ça prend plus de temps. Et pour terminer encore sur ce point, alors je vous ai parlé de boutonnière, mais dans le cas d'une boutonnière automatique. Je n'ai jamais utilisé de machine où on fait des boutonnières en 4 étapes, mais je pense que c'est un petit peu la même logique que ce dont je vous ai parlé durant ce point. Pour finir, c'est vraiment les boutonnières qui vous font peur et je vous comprends, moi je ne suis pas du tout excitée à l'idée de coudre des boutonnières sur des tissus épais. Et bien vous pouvez utiliser des fermoirs aimantés sur votre manteau ou sur votre veste. En général, on retrouve ce type de boutons sur des accessoires comme des sacs ou des trousses par exemple. Et moi je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques sur des manteaux ou des vestes parce qu'on peut enfiler ou enlever un manteau à la vitesse de l'éclair. Alors c'est un tutoriel que je vous ai présenté la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Moi j'ai utilisé cette astuce sur mon manteau Maxence. En fait j'avais un tissu avec une très grosse épaisseur et je ne me voyais pas du tout faire des boutonnières dessus et je suis très contente du résultat. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'à l'issue de ces quelques minutes passées ensemble, vous avez un petit peu moins peur de vous lancer dans la confection d'une veste ou d'un manteau. En tout cas, je vous encourage vivement à vous lancer dans un tel projet. Quand on le termine, je trouve que c'est tellement gratifiant d'avoir une telle pièce. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous fais un topo sur ma tenue cousue main. Aujourd'hui, je porte ma robe Petra. Donc la robe Petra, c'est une robe qui est en cache-cœur au niveau donc, de la poitrine et qui a une jupe cercle. On a également 2 versions de manches. Moi, je porte la version avec des bracelets de manches que vous voyez ici et que j'ai cousu dans un jersey en laine qui est super chaud et super confortable pour cet hiver. Si le patron vous intéresse, je vous mets toutes les infos en barre d'infos et il est disponible en papier ou en PDF.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.